Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous adresse déjà mes meilleurs vœux pour cette année 2026 et je me réjouis de vous retrouver pour cette huitième édition de notre série Launch and Learn. Ces événements s'inscrivent dans la chaire sur la modération des contenus financée par la région Île-de-France. Et comme vous le savez, nos travaux s'intéressent à l'encadrement juridique de la modération des contenus. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir parmi nous Valère Niort sur le sujet des réseaux sociaux et travail, l'impact des chartes internes sur l'expression des employés. Après avoir fait un bref exposé pendant une vingtaine de minutes, le temps des questions-réponses sera ouvert. Entre-temps, n'hésitez pas déjà à écrire vos questions dans le chat pendant la présentation. Valère Niort est professeur de droit public à l'Université de Bretagne occidentale et membre de l'Institut universitaire de France. Et il conduit au sein du LabLex le programme de recherche, gouvernance et régulation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il partagera avec nous les réflexions menées sur le sujet de l'impact des chartes internes encadrant le recours aux réseaux sociaux par les agents et les salariés et sur leur liberté d'expression. Ces réflexions ont été menées par des chercheurs de l'Université de Brest avec l'appui d'étudiants ayant recensé la pratique de ces institutions. En effet, les institutions et les entreprises produisent aujourd'hui un volume croissant de chartes internes qui incluent des critères de délimitation entre publications professionnelles et personnelles pour prévenir la survenance de litiges à la suite de publications ou d'actes de modération malvenus. Néanmoins, ces documents ont un impact sur l'écosystème de la modération des contenus et notamment sur le droit à la liberté d'expression des employés. Je vais m'arrêter ici pour l'introduction et laisser la parole à Valère, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Nous nous réjouissons d'apprendre davantage sur ces sujets et sur les résultats de sa recherche. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup Stéphania. Merci également à Suzanne Vergnol et à Garance Denner pour l'organisation de cet atelier. Je suis très honoré de faire partie de la liste d'invités prestigieux et prestigieuses qui participent à ces temps d'échange sur l'ordi déjeuner. Et donc voilà, pendant la vingtaine de minutes qui m'est accordée, je vais partager avec vous un travail en cours qui s'inscrit effectivement dans la dynamique de la modération des contenus sur les réseaux sociaux et qui s'intéresse plus spécifiquement à la manière dont les administrations et les institutions en particulier publiques appréhendent l'utilisation des réseaux sociaux par leurs agents et par leur personnel. Alors c'est vrai que le titre qui a été utilisé dans la communication ramène particulièrement la question du travail des salariés. Et c'est vrai que dans la perspective que j'adopte, et c'est un point de départ qui a vocation à être élargi, alors soit par nous, soit par d'autres chercheurs, il y a tout à fait vocation à étendre ces réflexions à l'utilisation de ces chartes internes dans le secteur privé, dans les entreprises. Et d'ailleurs, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, mais elles existent depuis bien longtemps selon des modalités qui sont souvent analogues. Alors, donc, je vais vous expliquer un peu comment on procède et comment on a procédé, parce que c'est un travail en cours. Quelles sont les premières découvertes que nous avons faites, puis aussi les raisons pour lesquelles nous avons décidé, avec plusieurs chercheurs, avec doctorants, des postdocs, de travailler sur tout ceci. Et puis, bah voilà, quelles sont les perspectives qui sont retenues en la matière. J'ai partagé tout à l'heure le lien du document de travail qui est tout à fait public. Hein, c'est la version qu'on a finalisée en 2024 et que voilà, j'ai mis dans la discussion. J'espère que les personnes qui sont connectées après l'ont bien vu. Tout d'abord, je tiens à préciser, cela a été dit, que c'est un travail que je n'ai pas réalisé seul. C'est d'ailleurs pour l'essentiel les doctorants et les étudiants de Master 2 qui, il y a 2 ans, ont commencé à recenser toutes les chartes qui étaient disponibles publiquement sur Internet, donc des chartes qui émanent pour l'essentiel de l'État lui-même, notamment des ministères, des préfectures, de plusieurs dizaines de mairies, enfin plus généralement de collectivités, de centres hospitaliers, d'académies, d'universités, etc., etc. Donc on est face à un document qui pour l'instant approche de la vingtaine de pages, mais en fait il fait l'objet actuellement d'une mise à jour. Donc on aura un document qui sera beaucoup plus abouti dans quelques mois. Et le périmètre qui a été choisi, c'est celui véritablement des chartes qui visent à encadrer de façon interne le comportement des agents, des personnels et parfois aussi des usagers. Et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi c'est une distinction qui apparaît importante. Alors,
Une charte de réseaux sociaux, c'est peut-être le point de départ. Qu'est-ce que c'est? Enfin, en tout cas, comment est-ce que nous avons défini ces chartes de réseaux sociaux internes dans le cadre de la recherche que nous menons, étant entendu que pour l'instant, nous autorisons à garder un peu dans notre base de données des chartes dont on ne sait pas trop qualifier la teneur, et puis on fera un peu le tri après. Une charte de réseau social peut avoir plusieurs dénominations. Parfois, c'est tout simplement charte des réseaux sociaux, charte de modération, charte d'engagement avec les utilisateurs. Parfois, c'est une charte informatique qui va contenir des dispositions relatives à l'usage des réseaux sociaux. Parfois, ces dispositifs sont aussi contenus dans le règlement intérieur d'un certain nombre d'administrations. Et donc voilà, la dénomination n'est pas forcément décisive. En revanche, ce qui était important pour nous, c'était de bien faire la distinction entre ce qui relève de l'utilisation des réseaux sociaux en tant que tels, et c'est ça l'objet de la recherche et du recensement en cours, par opposition avec des chartes de communication qui en fait, alors, plus particulièrement dans le domaine de la communication de l'État, ça c'est le sujet de thèse d'un de nos doctorants, ces chartes vont plutôt, les secteurs de communication vont plutôt indiquer quel type de police, d'écriture on doit utiliser, est-ce qu'on utilise des émoticônes ou pas, comment est-ce qu'on va manier la marque de l'État, etc., etc. Donc ça sont plutôt des chartes de communication. Alors que ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est d'identifier des préconisations, voire des obligations émanant de la hiérarchie au sein d'une administration spécifique et qui indiquent en gros aux agents ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire sur les réseaux sociaux. Donc cela signifie par principe une charte qui a une vocation interne, même si, heureusement pour nous, elles sont très souvent rendues publiques, ou alors les administrations acceptent très facilement de les publier. Parfois, le contenu va être représenté comme étant contraignant, mais parfois, il va plutôt avoir une portée performative. Donc, en gros, on va dire, ce serait bien que vous fassiez ça, ou en tout cas, on vous présente comme étant obligatoire, mais ça ne l'est pas nécessairement. C'est un document qui peut être élaboré par une variété d'entités et d'organes au sein de l'administration. Donc, ça peut être le service des ressources humaines, ça peut être le service des départements des affaires juridiques, ça peut être le service de communication, voilà, ça peut être la direction des services administratifs et financiers, comme c'est le cas à l'échelle du cabinet du Premier ministre. Et donc, voilà, concrètement, on est face à un phénomène qui est beaucoup plus dense qu'on peut l'imaginer. Et en fait, il existe très certainement des centaines, voire des milliers de chartes de ce type-là, étant entendu que beaucoup d'entre elles ne sont pas accessibles au grand public. Et donc, vous avez un aperçu à l'écran de ce à quoi peut ressembler un extrait ou une charte de réseau social avec des éléments sur voilà, les obligations déontologiques, le bon sens, la protection des intérêts de l'administration, etc., etc. Des documents qui peuvent aller d'une page, un recto simple disant voilà, attention, quand vous utilisez Facebook, vous devez faire ça, ça, ça et vous abstenir de ça. Et parfois, nous avons des documents beaucoup plus denses, tels que la charte de bon usage des réseaux sociaux par le ministère des Armées, par le ministère de l'Intérieur ou autres, qui vont faire une vingtaine de pages. Alors, pourquoi s'intéresser à ces chartes? Quel était l'objectif de cette recherche et à quoi ça nous a amené ensuite, une fois qu'on a pu recenser un peu plus ces chartes? L'idée, c'était de noter que ces chartes, dès le début des années 2010, se sont multipliées pour des raisons tout à fait prévisibles, à savoir des dérives de plus en plus nombreuses, des dérapages des agents et personnels qui ne savent pas faire la distinction entre l'utilisation à titre professionnel, institutionnel d'une part, et à titre personnel d'autre part des réseaux sociaux, une certaine porosité entre des comptes dits institutionnels et personnels, que ça aille de l'agent de collectivité jusqu'au président de la République. En parallèle, on a malgré tout des incitations assez fortes d'un certain nombre d'institutions, y compris l'OCDE, à utiliser les réseaux sociaux dans le cadre d'activités de gouvernance. C'était le cas notamment en 2014 dans un rapport qui incitait les gouvernements de par le monde à mobiliser les réseaux sociaux pour gouverner, pour communiquer avec leur public. Donc on a des injonctions contraires finalement, protéger l'institution, mais en même temps être présent absolument sur les réseaux sociaux. Ces incitations et ces tendances sont observables tant à l'échelle locale, donc la mairie de quartier, la municipalité, la métropole, la préfecture, qu'à l'échelle internationale. On va trouver ce type de charte dans des institutions internationales, que ce soit à l'échelle onusienne, que ce soit à l'échelle de l'Union européenne, etc., etc. Et donc, bien évidemment, il devenait difficile d'ignorer cette prolifération, étant entendu que le principal objectif de ces chartes, souvent, c'est de prévenir, c'est d'anticiper
pour éviter notamment le risque contentieux, pour éviter la sanction disciplinaire, pour éviter tout simplement des atteintes à l'image, à la réputation ou à l'intégrité des institutions concernées. Et donc voilà, c'est quelque chose qui moi, m'intéressait déjà depuis quasiment depuis 10 ans, au moment où j'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux. D'ailleurs, ça a été pour l'essentiel ma porte d'entrée dans l'étude des réseaux sociaux, donc d'un sphère diplomatique. Et en redescendant finalement à l'échelle des institutions, on constate que c'est un phénomène qui désormais devient peut-être pas la norme, mais qui est de plus en plus répandu. Et donc, voilà, c'est un peu pour ça que ce recensement a commencé, en sachant pas vraiment, pour être complètement sincère, en ne sachant pas vraiment ce qui allait être trouvé, ce qu'on pourrait en faire. À la base, c'est vraiment un projet pédagogique. J'ai embarqué malgré lui un de mes doctorants dans cette recherche, Martin Archimbaud, pour qu'il regarde un peu si le sujet présentait une certaine substance, s'il existait suffisamment de chartes. Force était de constater que oui, il y en avait, mais qu'elles étaient extrêmement nombreuses. Donc c'est devenu un projet pédagogique qui a amené 4 étudiants de Master 2, publicistes et privatistes, à élargir la recherche et à trouver le maximum de chartes possibles. Ils l'ont fait en 2024 avec beaucoup de brio. En fait, je leur ai demandé, toujours dans cette perspective pédagogique, hein, c'est pour ça que le document a été rendu accessible en ligne, d'analyser un peu ces chartes avec leur regard de juristes en formation et de nous indiquer s'ils estimaient que ces chartes présentaient un intérêt, si elles permettaient de protéger les institutions et les entreprises, s'ils avaient des préconisations sur le contenu de ces chartes, est-ce qu'elles sont suffisamment pédagogiques, est-ce qu'il faut qu'elles intègrent beaucoup plus de références au droit positif, à la jurisprudence, à la réglementation, etc., etc. Et en fait, les étudiants ont tellement bien réalisé ce travail qu'il est devenu évident qu'il fallait le poursuivre et lui donner peut-être un peu plus d'ampleur, ce qui permettra peut-être d'adopter un certain nombre de perspectives dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a fait ce travail de recensement, euh, qu'est-ce qu'on a pu percevoir comme élément intéressant? Et je vous en donne quelques illustrations ensuite. Alors, Premier, premier élément intéressant, je parle de façon voilà, très déstructurée, hein, c'est un atelier de discussion, c'est un travail en cours, donc j'ai plus de questions et d'intuition que de véritables solutions et résultats. Donc premier intérêt, et c'est peut-être ce qui explique l'invitation adressée par Suzanne et ses collègues, c'est que ça permet de réfléchir sur l'articulation entre différents référentiels juridiques, qu'il s'agisse évidemment du droit positif et notamment du droit de la fonction publique, mais on pourrait aussi parler évidemment du droit social, avec les conditions générales d'utilisation, étant entendu que ces chartes sont destinées à réguler le comportement des agents sur des plateformes qui par définition sont privées, donc les Meta, les TikTok et autres. Donc voilà, comment est-ce qu'on articule tout ceci, hein, comment est-ce qu'on articule les prescriptions des chartes internes, les conditions générales d'utilisation, le droit positif, comment est-ce que l'on fait en sorte que les standards et les prescriptions appliquées soient clairs pour les agents, étant entendu que l'agent peut se dire, bah, moi je dois respecter à la fois les conditions générales d'utilisation, mais aussi les instructions hiérarchiques ou telle circulaire et autres. Donc finalement, c'est quoi la règle que je dois respecter? Et évidemment, tous ces agents ne sont pas juristes. Il était aussi intéressant de faire le distinguo entre ce qui relève des simples préconisations ou bonnes pratiques, c'est la majorité, je pense, des documents que nous avons identifiés, et les véritables obligations. Je vous en donnerai quelques illustrations à la slide suivante, voilà, avec des références à la jurisprudence, au code de la défense, au code de la sécurité intérieure et autres. Donc, voilà, très clairement, on a des dispositifs qui sont très différents. Ce qui sera intéressant aussi, et c'est un peu l'objectif pour la suite, c'est de voir en quoi cela révèle l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur le travail quotidien des agents, des institutions, des administrations. D'ailleurs, depuis quelques années, voilà, il y a de plus en plus de sollicitations de la part d'administrations, de collectivités qui nous disent, bah voilà, nous, on a des problèmes d'usage des réseaux sociaux, on aimerait bien pouvoir en discuter avec des personnes qui savent nous expliquer ce que sont les conditions générales d'utilisation. Alors évidemment, on parle des administrations, on pourrait aussi parler des juridictions qui y sont particulièrement confrontées. Et puis, dernier intérêt, non des moindres, c'est que tout ceci nous permet d'élargir ou de renouveler les réflexions sur le périmètre de la liberté d'expression dans le cadre professionnel. Et donc, je pense que ça s'intéresse particulièrement des spécialistes de droit social et droit du travail, à l'ère des réseaux sociaux, avec les risques évidemment que ces chartes
étendent de façon disproportionnée ou à l'inverse restreignent considérablement le périmètre de la liberté d'expression dans le cadre professionnel, ce qui invite évidemment à déterminer ce qu'est une expression réalisée dans le cadre professionnel, étant entendu que parfois le réseau social va être accessible en dehors des heures de travail, voire va faire l'objet d'une certaine porosité avec le compte personnel. Alors, je poursuis. Une fois que tout ceci est dit, je pourrais, voilà, on a regardé de très nombreuses chartes de réseaux sociaux. Alors, il y a pas mal de choses à dire et à noter. Je vais les dire en vrac et je garde certains éléments sous le coude pour la discussion. En gros, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, il me semble, ces chartes internes de réseaux sociaux ventilent leur contenu entre ce qui va relever tout simplement du bon sens et ce qui va relever du respect de la règle de droit. Là, par exemple, vous avez des captures d'écran du guide de bon usage des réseaux sociaux élaboré par le cabinet du Premier ministre. Vous avez des éléments qui sont extraits aussi, c'est la capture du bas du guide de bonne pratique du CHU de La Réunion. Vous avez le guide du bon usage des réseaux sociaux qui a été élaboré par le ministère des Armées. Donc, c'est pas un bloc monolithique, hein, même à l'échelle des ministères. Chaque ministère a tendance à adapter ses chartes en fonction de ses préoccupations, de ses besoins et de ses missions, même s'il existe une charte de l'État un peu générale qui est censée englober tout ceci. Et donc, les choses qu'on retrouve le plus fréquemment dans ces chartes, ce sont, alors, en vrac, des préconisations, des recommandations à l'égard des personnels sur la distinction entre ce qui est fait dans le cadre professionnel et dans le cadre personnel. Attention, ne parlez pas de votre travail en utilisant votre compte personnel Instagram. Lorsque vous êtes dans le cadre professionnel, vous n'êtes pas censé communiquer des photos personnelles ou familiales de vous, donc il faut bien faire la distinction. Ça peut sembler évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Certaines chartes sont extrêmement synthétiques, de l'ordre du recto verso, tandis que d'autres sont extrêmement détaillées, parfois illustrées avec des vrais ou faux, des mises en situation, mais ce n'est pas malheureusement le cas le plus fréquent. Souvent, ces chartes sont en réalité des chartes d'engagement avec les utilisateurs et avec les usagers. On va expliquer au personnel ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire à l'égard des administrés, des justiciables ou autres. Alors, par exemple, ça va inclure des préconisations en matière de modération des contenus et de modération des commentaires sous les publications de l'institution. Typiquement, voilà, si vous publiez sur la page Facebook de la municipalité, de la préfecture, et que vous voyez que les usagers commencent à utiliser des propos désobligeants, qui commencent à se harceler, qui commencent à insulter, qui commencent à diffamer, vous avez le devoir de modérer ces contenus parce que sinon la responsabilité de la collectivité pourrait être engagée dès lors que nous sommes considérés comme responsables du contenu publié sur la page. Donc, on trouve ce type de préconisation. Il est aussi intéressant de noter que parfois ces chartes vont viser à la fois les personnels et les usagers. C'est notamment le cas pour les chartes des universités et des écoles qui vont prévoir des préconisations à l'égard des personnels enseignants et administratifs, mais aussi à l'égard des étudiants ou des élèves. Donc, elle présente un caractère aussi pédagogique. Voilà, vous allez apprendre à utiliser les réseaux sociaux en tant qu'étudiant, et on va aussi apprendre au personnel à ne pas déraper lorsqu'il se présente en tant que membre de l'institution. Et puis, peut-être une dernière remarque dans ce panorama en vrac, c'est que très souvent, on va donner des éléments de délimitation, de distinction entre ce qui relève d'une communication publique et ce qui relève d'une communication privée. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est de noter que même lorsque des personnels s'expriment sur un compte qu'ils ont créé à titre personnel, même potentiellement avant d'accéder à une fonction donnée, dès lors qu'ils vont utiliser qu'ils vont se référer à leur fonction dans leur biographie, qu'ils vont mentionner leur appartenance à une institution ou autre, les institutions sont extrêmement précautionneuses quant à la perception que peuvent avoir les usagers de cette institutionnalisation du compte personnel. Et la question qui se pose évidemment, c'est est-ce que l'usager ne pourrait pas considérer que le compte personnel d'un agent est en réalité un compte rattaché à l'institution? Donc on a souvent des éléments
qui permettent, sans interdire évidemment aux agents de communiquer à titre personnel, de leur dire attention, si vous avez un compte personnel, abstenez-vous peut-être de retweeter des publications d'institutions ou de marquer noir sur blanc que vous êtes préfet de ou responsable de, etc., etc. Donc on trouve typiquement ce type de préconisation avec des exemples et des mises en situation plus ou moins pédagogiques, mais parfois aussi, un peu comme c'est le cas pour la charte du ministère des Armées, avec des renvois explicites aux documents pertinents. Alors je pense que ça apparaît de façon un peu plus, c'est peut-être un peu petit, mais voilà, il y a quand même des renvois au code de la défense, à des règles statutaires concernant les obligations des fonctionnaires, au code pénal lui-même, et donc parfois on va véritablement faire comprendre que lorsque le personnel, l'agent, fonctionnaire, contractuel utilise les réseaux sociaux, il est soumis à un certain nombre d'obligations législatives, réglementaires, européennes, statutaires ou autres, qui le contraignent et qui sont destinées en fait à protéger l'image de l'institution. Alors, une fois que tout ceci est dit, et pour arriver un peu à la conclusion de cette phase intermédiaire, ah oui, alors je voulais juste mentionner, mais très rapidement, voilà, c'était ce que je disais tout à l'heure, parfois dans les chartes qui sont destinées au secteur scolaire, on va donner un peu des conseils, des recommandations au personnel enseignant, notamment pour les inciter à élaborer avec leurs élèves des chartes d'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre scolaire. En gros, on va essayer d'avoir ce côté un peu pédagogique que de dire, bah voilà, il y a une charte pour les enseignants, mais on va aussi inciter les enseignants avec leur classe à définir des espèces de bonnes pratiques, des principes directeurs pour les camarades de la classe, enfin, dans leur interaction les uns avec les autres, voilà, sur ce qui est acceptable ou non comme comportement sur les réseaux sociaux. Et donc, l'autre capture d'écran, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question de l'apparence d'officialité de certaines publications. Donc voilà, je pourrais revenir si vous le souhaitez. Donc, pour conclure, quels sont à ce stade les premiers constats que nous avons pu faire? Alors certains constats sont ceux des étudiants, certains sont les miens, nous sommes d'accord sur certains, nous ne sommes pas d'accord sur d'autres, et donc je vais mélanger un peu tout ceci et je pourrais vous dire éventuellement les points sur lesquels il y a des éléments de discussion. C'est une expérience que je fais beaucoup avec les étudiants de master. Je les confronte à différentes chartes et je leur demande lesquelles sont les plus efficaces. Très souvent, les étudiants et étudiantes nous disent, ben voilà, certaines chartes, réseaux sociaux, notamment celle du ministère des Armées, font preuve de beaucoup plus de clarté, de beaucoup plus de pédagogie. Il y a des mises en situation. On a même des pages consacrées à des vrais ou faux qui permettent de répondre à des questions très concrètes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très certainement appréciable, étant entendu que les agents et personnels des institutions, des administrations, et puis ce sera la même chose pour les entreprises, ont des degrés de compréhension de ce que sont les réseaux sociaux, extrêmement variés. Tout le monde n'est pas formé au fonctionnement des algorithmes, à la viralité, tout le monde n'a pas des connaissances juridiques, et donc la pédagogie apparaît particulièrement importante. L'autre question qui se pose, c'est celle de la rationalisation à l'échelle de l'État, étant entendu qu'il existe une charte des réseaux sociaux de l'État, qu'il existe des chartes de réseaux sociaux élaborées par certains ministères qui ont tendance à être utilisées par très nombreuses administrations, par renvoi. Et donc, il semble que l'État français opte de plus en plus pour une stratégie d'harmonisation, de rationalisation. En fait, les chartes des collectivités renvoient de plus en plus aux chartes de l'État central des ministères. Donc, est-ce que l'on observe un phénomène de rationalisation? Et si c'est le cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça évite justement les contradictions dans les prescriptions entre les fonctionnaires et agents. Une difficulté à laquelle nous avons été confrontés, c'est celle de l'actualisation. Beaucoup de chartes n'ont pas été actualisées depuis, dans le meilleur des cas, 2 ou 3 ans, mais parfois 7, 8 ans, 10 ans, avec des références à des réseaux sociaux qui ne sont plus vraiment utilisés, ou parfois une mise à l'écart totale de nouveaux réseaux sociaux, nouveaux phénomènes, voilà, TikTok et autres. Donc, il est nécessaire d'actualiser ces chartes périodiquement. Du point de vue des intérêts, nous avons noté que ça permettait et c'est d'ailleurs aussi un retour de terrain, de limiter l'arbitraire hiérarchique, étant entendu que souvent les hiérarchies ne sont pas plus à même d'évaluer si l'usage des réseaux sociaux était adapté ou pas dans une situation donnée. Et donc, très souvent, ces chartes ne servent pas qu'aux agents, mais aussi
aux personnes qui les dirigent et qui les encadrent pour savoir, ben voilà, est-ce que là vous avez agi dans un périmètre qui est acceptable ou non, ce qui permet bien évidemment de prévenir plutôt que de sanctionner, le but étant d'éviter les sanctions disciplinaires sur la base de critères de considération que les agents n'étaient pas en mesure de connaître. Une avant-dernière remarque, je ne sais pas quoi en penser, mais certaines des chartes font des renvois explicites aux instruments juridiques pertinents, notamment au Code général de la fonction publique, ce qui permet de montrer la juridicité de leur contenu et de ne pas se limiter à un caractère qui serait performatif, mais qui relèverait de la bonne pratique. Alors je pense que c'est bien, mais peut-être qu'il faut faire la part des choses dans le contenu entre ce qui relève vraiment des recommandations, des mises en situation, des exemples, et puis ensuite peut-être avoir une annexe expliquant à quel texte on se réfère. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose dont il serait intéressant de discuter avec vous. Et puis finalement, ce que je trouve intéressant, ce sera le mot de la fin pour ne pas être trop long, c'est que tout ceci me semble contribuer à un phénomène de modération par strate ou par couche. Parce que finalement, et je pense que toutes les personnes dans la salle virtuelle qui s'intéressent à ce phénomène savent que il existe différents acteurs de la modération à l'échelle des plateformes, à l'échelle des institutions publiques, les autorités de signalement, les autorités de contrôle. Et à l'aide de ces chartes ou à la faveur de ces chartes, force est de constater que les institutions et très certainement les entreprises s'établissent elles aussi en tant qu'actrices de la modération, étant entendu que dans la plupart des cas, les préconisations qui sont adressées au personnel les invitent non seulement à s'automodérer, mais aussi potentiellement à modérer les contenus qui vont être publiés par les usagers sur des plateformes données. Et donc, c'est très intéressant de voir de quelle manière les institutions vont en fait s'approprier ce rôle, ou en tout cas s'intégrer dans cet écosystème de la modération en se disant, ben oui, nous aussi, à notre échelle, nous allons définir des obligations spécifiques, une espèce de lex spécialiste de la modération, et donc à l'échelle de notre collectivité, donc voilà, que ce soit notre mairie, notre préfecture ou autre, nous allons définir des règles un peu plus spécifiques qui vont nous permettre potentiellement d'annoncer la couleur aux usagers. Attention, si vous publiez ceci, nous nous autorisons à le supprimer. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour votre attention. J'espère que ça va susciter une discussion. Et voilà, nous, on expérimente un peu, on présente ces choses-là dans différents contextes, à des collectivités. On teste un peu pour voir ce qu'elles pensent de nos remarques, de nos réflexions. Et puis, donc, on est très, très heureux, par mon biais, de récolter vos remarques et vos questions. Et merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour cette présentation très passionnante qui a déjà provoqué un nombre de questions dans le chat. Donc, on va tout de suite commencer par les lire. Une première question. Merci pour votre présentation. Parmi les recommandations, au-delà du fond, avez-vous constaté que l'utilisation de certaines plateformes précises était recommandée ou interdite? Alors, je vais répondre en deux temps. Tout d'abord, il y a certaines chartes qui catégorisent leurs préconisations en fonction de réseaux sociaux, enfin, en tenant compte de la spécificité de certains réseaux sociaux, tandis que d'autres ne le font pas. Donc, plus les chartes sont denses, plus elles ont tendance à opérer un distinguo entre ce qui peut être fait sur Instagram, sur Facebook, pour les plus récentes sur TikTok ou autre. Ce qui apparaît certain, c'est que les rédacteurs de ces chartes ont conscience des spécificités de certains réseaux sociaux par rapport à d'autres. Moi, ce que j'ai pu constater, mais il faudrait qu'on rationalise tout ceci un peu plus par la suite, c'est que la plupart de ces chartes ont été rédigées en ayant à l'esprit l'utilisation de Facebook et de Twitter, qui sont perçues comme les plateformes les plus susceptibles de toucher un large public, mais qui sont aussi les plateformes sur lesquelles on présume que l'on aura le plus de difficultés de dérapage ou d'engagement avec les utilisateurs. Donc finalement, c'est assez intéressant de noter que la plupart de ces chartes, elles ont été rédigées à l'époque où Facebook et Twitter, et donc j'insiste sur le Twitter parce que c'était à cette époque-là, étaient perçus comme des canaux principaux de communication avec le public. Et donc, concrètement, les préconisations visent peut-être plutôt ces plateformes-là, même si Instagram, TikTok, Snapchat ou autres ne sont pas complètement exclus et sont considérés un peu comme
peut-être un peu plus résiduelles, et puis des plateformes sur lesquelles on va plutôt publier un contenu dynamique, donc des photos et des vidéos, parce qu'on part du principe, on imagine, on suppute que ces plateformes sont plutôt utilisées par les jeunes usagers, et que donc on ne va pas communiquer avec eux de la même façon que l'on communique avec, pardon d'être désagréable, avec des usagers plus matures qui rôdent plutôt sur Facebook. Merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question. Merci pour cette passionnante présentation. Pour l'anecdote peut-être, quelles ont été les pires prescriptions que vous avez pu voir dans ce type de charte? J'ai le souvenir d'avoir lu des dispositions particulièrement absurdes dans les politiques de confidentialité ou les CJU. Alors, j'essaie de me souvenir de choses étranges que nous avons vues. Euh, alors, parfois, je ne sais pas si c'est absurde ou pas, mais c'est des choses qui semblent nécessaires, mais on se dit que ça relève tellement de l'évidence qu'on est surpris de trouver ça dans des chartes. Par exemple, le fait de ne pas faire de selfie sur le lieu de travail. Voilà, éviter d'utiliser le compte de la municipalité ou de l'institution pour publier des selfies de vous donc sur votre lieu de travail ou votre bureau en disant voilà, vous êtes sur place, on est dans la place, on est en train de travailler. Alors souvent, il y a des explications, on les déduit ou elles sont mentionnées. Cela revient aussi à protéger l'espace de travail, l'image des collègues qui pourraient être dans le champ de la photo, mais aussi à s'assurer que des documents confidentiels qui se trouvent sur le bureau ne soient pas pris en photo par mégarde. On a donc aussi des préconisations sur le floutage des photos, parce que manifestement, il y a eu un certain nombre de dérives de gens qui prenaient en photo des actes qu'ils venaient de signer et ne faisaient pas attention aux documents qui se trouvaient à côté. Donc, voilà, il y a ce type de préconisation-là. Donc, soit ça c'est plutôt dans les choses qui pourraient sembler absurdes, mais qui en fait montrent, il y a toujours une histoire hein, derrière ces préconisations, montrent que le problème s'est déjà posé. Après, du point de vue des choses surprenantes, mais surprenantes dans le bon sens, et peut-être qu'il est utile que je partage cela avec vous, je trouve que la charte d'usage des réseaux sociaux dans le cadre militaire présente un certain intérêt. Je vais le mettre dans la discussion. Donc c'est une charte qui a été élaborée par par le ministère des Armées. Et ce qui est assez intéressant dans cette charte, alors ça pourrait surprendre au début, c'est que c'est une charte qui, même si elle comporte un certain nombre de référentiels juridiques, renvoie principalement en fait au bon sens. Il s'agit par exemple de préconisations qui visent à assurer la sécurité des forces armées lorsqu'elles sont en mission. Et donc cela peut inclure des préconisations aussi évidentes que bah, ne vous prenez pas en photo sur le terrain des opérations, ne faites pas de selfie avec votre uniforme, ne prenez pas en photo des personnes qui sont en cours d'opération, mais aussi parfois des préconisations, et ça peut surprendre, qui en fait visent davantage l'entourage des forces armées ou des forces de l'ordre que les individus eux-mêmes. Et donc il y a beaucoup d'exemples qui peuvent vous sembler absurdes à première lecture. Je vous en donne un que j'ai relu tout à l'heure. Voilà, quand on est le compagnon ou la compagne d'un ou une militaire, on ne publie pas j'ai hâte qu'il revienne dans 10 jours de retour sur la terre ferme. Pourquoi? Parce que ça permet de localiser quasiment en temps réel les forces armées ou de savoir à quel moment elles vont débarquer. Et donc ces préconisations qui peuvent à première vue sembler absurdes, quand on voit les explications qui sont fournies à la suite des illustrations, en fait on comprend qu'elles répondent à une véritable préoccupation qui est la préoccupation euh, de sécuriser certaines opérations et surtout de garantir l'intégrité de certaines missions réalisées par la France sur des terrains d'opérations étrangers. Donc parfois ça peut sembler absurde, mais très souvent il y a une histoire derrière. Et donc voilà, j'ai révisé mon jugement par rapport à certaines chartes en les analysant un peu plus en détail. Merci pour cette réponse. Nous continuons avec les questions. Alors, bonjour. Je trouve la publication des chartes par administration assez intéressante. Quelles sont les plus notables différences ou similarités entre les différentes chartes? Y a-t-il des lignes conductrices communes ou à toutes les chartes, ou s'agit-il de travaux faits visiblement de manière plutôt sillonnée par chaque entité? Alors, merci, ça me permet de revenir un peu plus en détail sur un point que j'ai abordé très rapidement tout à l'heure. Euh, et
et plus particulièrement sur la question de la charte des réseaux sociaux de l'État et des ministères. Euh, il y a plusieurs années, ces chartes présentaient un caractère plutôt, on va dire, artisanal. Concrètement, voilà, on essayait de réagir à un dérapage, à une controverse parfois médiatisée, à une sanction disciplinaire récente. Et dans les semaines qui suivaient, des chartes étaient élaborées pour éviter que ce phénomène-là se reproduise. Et parfois, c'était presque fait. En tout cas, ça se déduit et parfois c'est confirmé par des échanges. Elles sont faites sur un coin de table en disant, bon, en gros, on va prendre le Code général de la fonction publique, on va rappeler un peu quelles sont les principales obligations statutaires qui s'imposent, et puis on va donner quelques recommandations aux agents en une dizaine de principes structurants. Voilà. Et puis en gros, l'idée, c'est, on fait dire ça à tous les agents, aux contractuels, aux vacataires, on leur dit, voilà, vous n'êtes pas censé faire ça. Euh, et de fait, les chartes présentaient des formats très différents parce qu'il n'y avait pas nécessairement de coordination ou d'harmonisation à l'échelle nationale. Ce qu'ont pu constater les étudiants, et j'ai pu le confirmer après avoir regardé les chartes des années plus récentes, donc les chartes qui ont été élaborées à la faveur de la fin des années 2010 et début des années 2020, c'est que les chartes présentent un canevas de plus en plus similaire et renvoient de plus en plus à des instruments considérés comme faisant un peu autorité. Par exemple, les chartes des académies, académies de Versailles, de Rennes ou autres, donc tout ce qui va relever du secteur pédagogique, hein, s'il y a des personnes qui ne sont pas familières de l'organisation française, ces chartes ont désormais une structure assez analogue, voire sont rédigées en des termes identiques. On va aussi parfois faire appel à des entités extérieures dans le domaine justement de l'éducation, dans le domaine pédagogique, tels que le CLEMI, Canopé, pour établir des standards, des lignes directrices pour l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre scolaire. Pour ce qui concerne les collectivités, les centres de gestion, préfectures, communautés de communes et autres, elles vont avoir de plus en plus souvent tendance à se référer explicitement aux chartes qui sont élaborées par certains ministères ou tout simplement à la charte générale de communication de l'État. Donc, je pense que l'on observe une forme de rationalisation et d'homogénéisation du phénomène, ce qui, à mon avis, n'est pas une mauvaise chose. Euh, et, euh, et maintenant, la question qui se pose, c'est quels sont un peu les trous dans la raquette, à savoir quelles sont les très certainement nombreuses collectivités, mairies, préfectures, qui en fait n'ont pas élaboré de charte. Il y en a beaucoup pour lesquelles on n'a pas réussi à trouver de charte et on n'est pas en mesure de confirmer qu'elle existe. Voilà. Elles sont certainement nombreuses à ne pas encore avoir de charte et très certainement nombreuses à ne même pas se poser la question de l'encadrement des réseaux sociaux dans ce cadre-là. Et c'est peut-être ça le point qui m'intéresse le plus pour la suite, c'est de savoir si en fait ces bonnes pratiques, ces lignes directrices, si elles essaiment en fait dans l'ensemble de l'écosystème administratif institutionnel français, ou s'il y a finalement un défaut de diffusion de ces bonnes pratiques dans certaines institutions, voilà, une espèce de zone blanche de la modération des contenus par des institutions. Merci, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Alors, bonjour. Vos travaux s'intéressent-ils également à la question de l'utilisation de l'image et de la voix des salariés par les entités employeuses publiques et privées qui ont tendance à considérer leurs salariés et agents comme des hommes sandwich au service des actions de communication de leur employeur, leurs événements ou au quotidien, sans que les salariés ne puissent véritablement y mettre un frein compte tenu du rapport de subordination? Quel est votre avis sur ce sujet? Ces chartes, à mon sens, devraient contenir des engagements des employeurs à une certaine tempérance face aux besoins des entités employeuses d'utiliser les réseaux sociaux comme une vitrine de leur action. Merci par avance pour votre éclairage sur cette question et la qualité de votre intervention. Alors, merci beaucoup. Pour l'instant, c'est pas une question qui me semble abordée dans les chartes recensées, mais je pense que c'est une véritable question qui devrait être
traité sous l'angle de la culture administrative, de la protection des droits et intérêts des salariés, et puis de ceux des agents, généralement des personnels, c'est le fait que de plus en plus, il me semble, les personnels sont utilisés en fait un peu comme des ambassadeurs de la structure pour laquelle il ou elle travaille. Et je ne sais pas dans quelle mesure on peut, voilà, on peut mettre un frein à ces bonnes pratiques, mais la question qui se pose, bien évidemment, c'est de savoir si les personnels ont consenti à la participation à ce type d'activité. Est-ce qu'ils ont fourni leur consentement pour que une photo d'eux en train de travailler, de se livrer à leur mission quotidienne ou autre, soit publiée sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si il y a une question évidemment de consentement et puis des questions éminemment juridiques, mais aussi peut-être une question de bien-être, à savoir est-ce que, dans une certaine mesure, on n'expose pas de façon disproportionnée les personnels lorsqu'on les utilise un peu comme des communicants au service des institutions. Et de ce point de vue-là, force est de constater que dans certaines chartes des réseaux sociaux, il y a une véritable incitation à faire la promotion des activités des institutions. Donc en fait, il n'est même pas envisageable en fait pour les personnels de certaines administrations de ne pas faire usage des réseaux sociaux. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement se prendre en photo ou autre, mais en gros présenter un peu l'institution comme une marque en publiant régulièrement des contenus en disant bah voilà. Très enthousiaste aujourd'hui d'être sur tel salon, ravi de participer à telle activité, toujours au service du public, et puis parfois avec de la mise en scène qui rappelle un peu les standards ou les canons publicitaires. Et donc, ce n'est pas nécessairement une question juridique, même si je pense qu'il y a des implications juridiques, mais c'est peut-être plus la question de la marketisation des personnels pour faire la promotion de l'image de l'institution pour laquelle ils travaillent. Et donc ça, je pense que c'est plutôt une question de bien-être. Est-ce que ces personnels ont signé pour ça? Et est-ce que ça ne les met pas dans une situation d'inconfort ou de mal-être que de devoir communiquer en permanence pour faire la promotion de leur activité, sachant que leur travail, ce n'est pas ça a priori, ça ne fait pas partie de leur fiche de poste. Merci. Il y a peut-être des retours sur cette question. Je vais le reprendre très rapidement et après on passera aux questions suivantes. Pour faire suite à ma question, il existe un cas particulier qui n'est pas si exceptionnel. Certaines personnes font le choix de ne pas utiliser les réseaux sociaux dans leur vie privée, mais font face à des diffusions de leur image par leur employeur sur les réseaux sociaux. En poussant loin, à l'image de la liste Blocktel, ne pourrait-on pas créer une liste d'opt-out nationale pour les personnes ne souhaitant pas que leur image soit utilisée par leur employeur sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas Ah, si... euh, j'ai l'impression que là, on est sur une question de droit à l'image, tout Mm. simplement, Mhm. de consentement à Ouais. l'exploitation de l'image. Enfin, je ne sais pas si c'était le sens de la question, et dans ce cas-là, sans être spécialiste, je pense qu'il n'y a pas besoin de développer de nouveaux dispositifs. Et d'ailleurs, moi, en tant que personnel d'institution publique, je suis amené régulièrement à donner ou pas mon consentement pour l'utilisation de mon image dans la communication de mon université. J'imagine qu'il en va de même pour d'autres institutions. Et cela m'apparaît d'autant plus vrai que de nombreuses chartes euh, incitent les personnels à s'assurer de bien avoir obtenu le consentement de leurs équipes, de leur personnel ou autres, avant de diffuser des photos d'eux, y compris sur leur lieu de travail. Donc ça veut dire que cette question du droit à l'image, pour moi, elle est tout à fait opérationnelle dans le cadre qui nous intéresse. Alors, avec certainement les ajustements, des variations selon qu'on est dans la sphère publique ou la sphère privée. Mais voilà, pour moi, c'est de ce domaine-là, de cette question-là, que relève la discussion. Et donc, voilà, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais pour moi, c'est un peu en ces termes-là qu'il faut appréhender cette problématique-là. Je continue. Nous avons encore quelques questions et pas beaucoup de temps à notre disposition. Bonjour, ces règles ont-elles vocation à s'appliquer différemment selon le statut de l'individu, des mesures plus strictes pour des personnes plus visibles, élevées hiérarchiquement, des dispositions le spécifient-elles ou bien les règles sont-elles les mêmes pour tout le monde? Alors là, c'est l'un des points les plus intéressants et qui va justement nécessiter de défricher bien ces chartes à l'avenir. C'est que ces chartes
pour ce que j'ai pu en observer pour l'heure, n'opère pas une distinction nette en fonction des rangs, de la place dans la hiérarchie et des statuts. J'ai pas observé, a priori, des distinctions entre les prescriptions visant, par exemple, les agents de catégorie A, B ou C. Et j'ai envie de dire, en un sens, heureusement. En revanche, ce qui est souvent mentionné, c'est que il existe une présomption plus nette d'officialité lorsque les publications de réseaux sociaux émanent de personnels qui sont en position, en fait, de management ou de responsabilité de service ou qui sont tout simplement qui ont le statut d'élus. Donc, on trouve ce type de formule. Alors, on sent que c'est quelque chose c'est un élément qui est c'est un peu glissant. En gros, c'est une manière de dire, bon, on sait très bien qu'en fait, l'agent d'accueil du service d'état civil, par ses propos sur les réseaux sociaux, ne risque pas de susciter les mêmes conséquences que le directeur général des services de la municipalité. Donc ça je ne l'ai pas vu écrit en ces termes, mais il est très clairement insisté sur le fait que une plus grande vigilance doit être accordée à cette activité par les personnes qui sont en position, par la prise de propos, enfin, par la prise de parole, pardon, d'engager la municipalité, la région ou même l'État. Donc on comprend bien ici que, en gros, les maires, les préfets ou autres peuvent difficilement se prévaloir d'une forme de communication qui serait personnelle, alors même qu'ils sont identifiés en tant que, finalement, en tant que responsable hiérarchique de l'ensemble de l'institution. Et d'ailleurs, si vous me permettez un parallèle en droit comparé, parce que c'est quelque chose aussi que nous entendons explorer ultérieurement, parce qu'il y a déjà des choses qui ont été notées, c'est qu'il y a, je ne sais plus, c'était en 2015 ou 2016, aux États-Unis, la question s'était posée de savoir qui étaient les personnels susceptibles d'emporter cette présomption d'officialité par leurs propos. Et donc, voilà, il y avait une espèce d'instruction hiérarchique, hein, dont je peux vous retrouver les références si ça vous intéresse, je pense que je l'ai encore quelque part, qui expliquait que, voilà, en fonction du rang hiérarchique, de la nature des missions, des responsabilités de la fiche de poste, certaines personnalités étaient plus susceptibles que d'autres de voir leur publication perçue comme engageant l'institution dans son ensemble à l'échelle très locale, fédérée, voire fédérale. Donc, à mon sens, la question, même si elle n'est pas abordée de façon frontale dans les instruments que nous avons abordés, est tout à fait pertinente. Et à mon avis, elle mériterait d'être abordée, peut-être pas nécessairement dans ces chartes, mais plutôt dans des ateliers à l'occasion desquels on ferait la part des choses entre justement ceux qui sont en position hiérarchique élevée et puis les personnes qui sont plutôt en position d'exécutant et dont on ne peut pas présumer que par leurs propos, ils risquent d'engager l'institution ou en tout cas de créer cette présomption d'officialité du point de vue des usagers. C'est l'apparence en fait, c'est vraiment l'apparence, la perception qui est la plus mise en avant dans ces chartes. Merci. Les deux dernières questions. Donc la première, bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre présentation. Concernant la différenciation entre compte personnel et professionnel, certaines administrations utilisent-elles des modes propres de certification similaires à ceux proposés par certaines plateformes, Petite Coche notamment, afin de délimiter les usages tant pour la sécurité des agents que pour celle des usagers? Par ailleurs, constatez-vous des différences d'approche selon l'échelle de la collectivité ou administration? Alors, ça fait partie des éléments sur lesquels il y a de plus en plus de- d'homogénéisation, on va dire. Euh, j'ai pas observé, et je crois pas que les étudiants aient vu des méthodes spécifiques de certification officielle ou officieuse de leur publication. Alors oui, il va de soi que le blue check façon Twitter ou X sont mobilisés de façon quasi systématique, au moins à l'échelle euh, euh, voilà, déconcentrée, décentralisée. Je ne sais pas si toutes les mairies ont une certification, mais en tout cas, elles ont tendance à la solliciter, de même pour les élus. L'élément décisif,
c'est plutôt l'utilisation des symboles et éléments caractéristiques de la marque de l'État. Autrement dit, l'utilisation de la Marianne ou de certains autres signes pour montrer que la communication émane d'une administration publique au sens premier du terme. Et donc ici, les institutions ont tendance tout simplement à s'aligner sur les préconisations qui sont définies notamment par la direction des services administratifs et financiers à l'échelle du cabinet du Premier ministre, hein, qui ruisselle à l'échelle de l'ensemble des collectivités, qui dit voilà, en gros, quand vous communiquez en tant qu'institution publique, vous devez utiliser les éléments caractéristiques de la marque de l'État, une certaine police de caractère, un certain type d'écriture, inclusif ou non. Et donc, c'est plutôt ces éléments-là qui me semblent faire office de certification complémentaire. Alors après, bon, on pourrait revenir sur la question de la certification. Vous savez que sur certains réseaux sociaux, elle ne veut plus dire grand-chose, ce qui pose évidemment problème aux institutions et aux administrations, parce qu'en fait, elles se retrouvent de fait placées sur le même plan que des influenceurs qui ont acheté leur blue check ou qui ont acquis une certaine notoriété. Alors oui, X a développé plusieurs catégories de logos de certification avec différentes couleurs pour permettre de faire la distinction entre les personnes qui disposent d'une certaine notoriété, celles qui appartiennent à l'administration publique, celles qui appartiennent aux médias. Mais l'un des principaux problèmes de la certification aujourd'hui, c'est que du point de vue de la perception des utilisateurs, elle semble donner une légitimité tant aux administrations qu'aux personnes qui disposent d'une certaine notoriété. Et donc, je pense que c'est pour ça que depuis quelques années, en fait, l'État français a vraiment souligné la nécessité de recourir aux éléments caractéristiques de la marque de l'État pour montrer que c'est bien l'État qui communique et qui ne saurait être voire usurper son identité par des personnes qui prétendent bénéficier de la même légitimité. Voilà, c'est une forme de certification, certification administrative. Merci beaucoup. Et la toute dernière question qui reprend la première. Donc, je rappelle, la première question concernait la possibilité d'avoir des plateformes précises qui étaient recommandées ou interdites. Et donc, suite à la réponse, cela veut dire donc qu'il y a moins de chartes rédigées aujourd'hui ou depuis quelques années, depuis l'émergence d'Instagram ou TikTok. La réponse faisait référence à des chartes qui n'étaient pas actualisées et qui étaient plutôt basées sur l'utilisation de Facebook et Twitter. Ok, alors, si je comprends bien la question, je dirais pas qu'il y a moins de chartes qui sont rédigées. Au contraire, enfin, compte tenu du travail que nous sommes en train de réaliser pour essayer d'actualiser un peu tout ceci, étant entendu que la liste ne sera jamais exhaustive, nous souhaitons simplement avoir un échantillon représentatif. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il y a de plus en plus de chartes, mais qu'elles ont tendance de plus en plus à renvoyer à des chartes centralisées, donc typiquement des chartes ministérielles. Donc voilà, quand vous allez sur le site internet des collectivités, vous allez avoir une section ou un document relatif à l'utilisation des réseaux sociaux qui très souvent va en fait prendre la forme de quelques lignes, quelques recommandations et d'un renvoi vers les chartes ministérielles ou la charte de l'État. Non, le problème, c'est plutôt que je pense qu'il y a eu un défaut de suivi dans l'élaboration de certaines chartes de réseaux sociaux. Elles ont été élaborées à un instant T pour répondre à une préoccupation spécifique en 2014, en 2017 ou autre, et pour des raisons qui nous échappent, elles n'ont pas fait l'objet d'une réécriture, d'une actualisation, peut-être tout simplement parce qu'il n'existait pas dans l'organisation administrative des personnes qui avaient la volonté de le faire. Et je le comprends parce que, sincèrement, pour avoir fait cet exercice avec des étudiants il y a un an, à savoir une simulation de rédaction de charte interne de réseau social, même pour des aspirants juristes de Master 2, c'est pas du tout évident comme travail. Ils s'en sont bien rendus compte parce que je leur ai dit, ben, vous qui êtes si critique, allez-y, on va essayer de rédiger une charte de réseau social qui soit parfaite. Et en fait, ils se sont rendus compte que soit elle était trop technique et que personne n'y comprendrait rien, soit elle serait
trop généraliste, et donc en fait elle ne présenterait pas un caractère performatif, et donc finalement on s'est retrouvé qu'un gloubi-boulga de schémas, de flèches, de tableaux et tout ça, en se disant bah en fait c'est un travail qui n'est pas du tout évident. Donc je comprends qu'aujourd'hui dans des collectivités qui ne disposent pas de département d'affaires juridiques ou de RH substantiels, il y ait une certaine réticence à l'idée de de se mettre au travail et d'actualiser certaines chartes qui n'ont pas été actualisées depuis quelques années, en parlant de TikTok, en parlant d'Instagram, en parlant de Threads et autres. C'est un sacerdoce, en fait, je pense, que de rédiger ce type de charte. Merci, merci beaucoup pour cette réponse. Et effectivement, la mise à jour, voilà, si je lis le chat, ça me semblerait devoir inclure aussi Strava. Donc, ça reste un travail assez, assez demandant. Notre temps est malheureusement écoulé. Merci encore. Je tiens à renouveler mes remerciements à Valère Niort pour l'intervention et l'expertise sur ce sujet. Je remercie également Suzanne Vergnol, directrice de la chaire, et Garance Denner, chargée de mission au sein de la chaire, pour l'aide dans l'organisation de cet événement. Le prochain Lunch à Lerne se tiendra le 3 février. Et nous aurons le plaisir de recevoir Antonio Casilli pour aborder le sujet travailleurs du clic, l'envers invisible de la modération. Donc, merci encore Valère pour cette présentation très passionnante. Merci à vous pour Merci. avoir participé à ce débat. Et encore bonne année. Et on se retrouve le 3 février pour notre prochain lunch. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.